Bienvenue sur Kasayana, le podcast du yoga. 2 fois par mois, nous allons explorer ensemble l'univers de cette voie millénaire. Entretiens, débats, investigations et pratiques, nous vous emmenons à la rencontre d'invités compétents et reconnus. Yogis, philosophes, historiens, écrivains, enseignants et pratiquants. Nous réunirons des profils variés pour retranscrire la pluralité des traditions spirituelles au sein de ce chemin de sagesse et d'ouverture. Notre envie est de faire résonner tous ces savoirs, tous ces parcours, ces expériences, pour ouvrir des perspectives nouvelles dans nos pratiques, que nous soyons débutants ou plus expérimentés. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast. J'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Isée Tardant-Masquelier, docteur en histoire et anthropologie des religions, grande spécialiste de l'hindouisme et du yoga. J'ai appelé cet échange « Regard sur le yoga d'hier et d'aujourd'hui » car nous avons pu balayer ensemble pendant 1 heure différentes questions relatives à l'histoire du yoga et relatives également au yoga contemporain. Dans cette trame, j'ai intégré un certain nombre de questions d'auditeurs que j'ai reçues par message suite à mon appel à contribution. Et j'en profite donc pour vous remercier vraiment très chaleureusement d'avoir pris le temps de formaliser ces questions. J'en ai reçu plus d'100, je n'ai malheureusement pas pu intégrer toutes les questions que j'ai reçues, mais encore une fois un immense merci d'avoir pu enrichir le fil rouge de cet échange, de toutes vos curiosités. Isée Tardant-Masquelier a vraiment un parcours remarquable et elle contribue depuis 40 ans à de nombreuses recherches, à de nombreuses transmissions sur le yoga en France et plus largement. Elle a enseigné à la Sorbonne et à l'Institut national de langue et civilisation orientale, aujourd'hui à l'Institut catholique de Paris. Elle est également directrice du diplôme universitaire Culture et spiritualité d'Asie qu'elle a créé et elle a dirigé évidemment l'école française de yoga pendant plus de 30 ans. Elle contribue encore bien évidemment à tous les travaux de l'école. Elle a également créé un observatoire du yoga, écrit de nombreux ouvrages et le plus récent, cette grande encyclopédie éditée chez Albin Michel, sortie en fin d'année 2021, qui est le fruit de 3 années de recherche, de rédaction avec une 50aine d'auteurs. De février à mai, elle a également réussi à amener le yoga dans les musées parisiens avec cette exposition magnifique « Asset Yogi Soufi » au musée Guimet. C'est donc une très grande joie de vous recevoir. Bonjour Isée Tardant-Masquelier. Bonjour Vincent. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et de m'accueillir ici à l'école française de yoga, rue Aubriot au centre de Paris. C'est vraiment une grande joie de pouvoir échanger avec vous pendant 1 heure. Et on commence, si vous le voulez bien, par une question relative justement à ce travail colossal, cette encyclopédie, ouvrage historique de 740 pages, qui est une véritable bible sur la philosophie et l'histoire du yoga. C'est vous qui l'avez coordonné. Pourriez-vous nous raconter un peu comment ce projet collectif est né, d'où vient l'idée, et peut-être aussi à quel besoin répond cette encyclopédie ? Alors c'est un projet en fait que je portais dans ma tête depuis très longtemps, peut-être 15-20 ans, et qui jusqu'à récemment ne pouvait pas se réaliser principalement parce qu'aucun éditeur n'y croyait, mais aussi parce que je n'avais pas forcément les auteurs et le type d'auteur que je souhaitais. Je m'explique un tout petit peu. En fait, les études universitaires sur le yoga sont rares avant les années 2000 en France. Ou plus exactement, elles s'intéressent au yoga en tant que philosophie et en tant que grande tradition sanskrite. Mais tout ce qui est hatha yoga, tout ce qui est yoga tantrique, toutes ces confréries de yogis qui sont rentrés en relation avec les soufis musulmans, etc., bénéficiaient de très peu d'intérêt pour les universitaires et encore moins ce qu'on appelle le yoga moderne, c'est-à-dire le yoga qui s'est développé entre Inde et Occident à partir de la fin du 19e siècle, disons. À partir des années 2000, tous ces sujets se mettent à intéresser des sanskritistes, spécialistes, indianistes très chevronnés, mais jeunes, et qui souvent n'hésitent pas dans les conseils d'université ou vis-à-vis de leurs collègues à dire qu'ils font du yoga. Et même parfois, ils l'enseignent. Donc ça, c'était très nouveau. Et c'est donc cette génération-là que j'ai regardé fleurir de plus près en me disant, voilà des gens qui ont un background, un fond universitaire,
qui ont des connaissances qui sont quand même exceptionnelles et qui s'intéressent aussi à l'aspect, pour faire vite, pratique du yoga. Donc là, j'ai un vivier d'auteurs que je pourrais contacter. Et puis, Jean Moutapa, des éditions Albin Michel, qui est le directeur du secteur spiritualité, faisait des encyclopédies. Il en a fait sur juifs et musulmans, sur Jésus, après Jésus, etc. Et un jour, il a eu le feu vert. Je lui avais parlé du projet depuis longtemps. Un jour, il a eu le feu vert pour faire une encyclopédie sur le yoga. Il y a eu un moment, dans les années 2015, où Albin Michel a considéré que ça pouvait être, on va dire franchement, un marché intéressant. Voilà. Donc en fait, je portais ce projet depuis très longtemps et il s'est brusquement mis en route peu avant le confinement, finalement. Et donc là, il a fallu élaborer assez vite un synopsis, choisir les auteurs, et puis ça a été un travail, je dirais pas jour et nuit, mais presque, pendant 3 ans. L'encyclopédie, c'est pas un manuel de yoga. Il n'y a pas de posture, sauf quelques-unes quand on parle de textes fondateurs qui évoquent certaines de ces postures. Il y a même quelques dessins, mais je crois à peine une vingtaine. Donc, c'est pas un manuel de posture. Ça ne dit pas comment faire du yoga, mais ça dit plutôt comment on en a fait. C'est-à-dire, c'est un travail d'historien, principalement, enfin, qui s'appuie sur l'histoire. Donc, on part des débuts, c'est-à-dire des hypothèses sur les origines, et elles sont complexes et nombreuses. Et puis, on vient jusqu'à la mondialisation d'aujourd'hui. Et on essaye de montrer comment le yoga s'est développé et continue de vivre et de se développer dans différents pays du monde, sur différents continents. Voilà, donc le fil rouge, c'est ça, c'est un développement historique. Et à l'intérieur de ça, de nombreux excursus, voilà, divers et variés, dont le principal est une nouvelle traduction des Yoga Sutras. Justement, cette histoire du yoga, certains historiens, dont Alexandre Assier, que j'ai reçu il y a quelques mois ici dans l'émission, parlent d'hybridation pour témoigner tout au long de ces 2 derniers millénaires de toutes ces influences, contre-influences, croisements, jonctions, disjonctions entre toutes ces traditions, toutes ces religions, bouddhisme, hindouisme, jaïnisme, et les grandes voies philosophiques et spirituelles d'Orient. Ce regard a vraiment remis en cause l'hypothèse d'un yoga authentique du fond des âges, un yoga immuable, non soumis au temps et au changement. Et ce travail académique qui se densifie ces dernières années, et dont vous venez de parler justement à l'instant, lève vraiment le voile progressivement sur ce chemin, ce long chemin sinueux qui n'est vraiment pas un long fleuve tranquille. Le yoga que nous pratiquons aujourd'hui est donc vraiment très éloigné de celui décrit par Patanjali dans les Yoga Sutras, et pourtant on a toujours derrière cette intention de recherche intérieure, ce travail de connaissance de soi, bien qu'il ait pris des formes différentes. Alors pouvez-vous nous partager votre regard, Isette Ardan-Masquelier, sur cette passionnante et complexe histoire du yoga ? Alors oui, la complexité, elle est bien là. Je dis toujours que j'ai fait 23 versions du synopsis, parce que ça n'allait jamais, parce qu'il y avait un mouvement que je n'avais pas pris en compte, qui devait rentrer dans tel chapitre, parce que en fait, il fallait expliquer une histoire avant celle qu'on allait raconter là, parce que ces bouddhistes-là, ils avaient reçu l'influence de tel autre mouvement, etc. Donc c'est vraiment d'une grande complexité. Ce qu'il y a de sûr, c'est que le rêve, qui est important pour certaines personnes, mais qui n'est qu'un rêve, d'un yoga qui serait pur de toute influence, qui serait une tradition originelle complètement indépendante, j'allais dire presque hors sol, bah c'est un rêve. Il n'y a pas un yoga authentique, il n'y a pas un tronc unique d'où surgiraient plein de branches. Il y a des moments de jonction, il y a des moments d'une certaine forme d'unicité. Je pense au Yoga Sutra, par exemple. Certainement, ils ont permis à des traditions antérieures d'être conservées, et certainement que Patanjali ou les auteurs qui se cachent sous son nom ont pu faire une synthèse des fondamentaux, parce que ces yogas précédents avaient quelque chose en commun, bien sûr. Mais à partir de Patanjali, moi j'ai été frappée d'abord du fait qu'il n'a pas de disciples.
il a un commentateur principal qui est Vyasa, puis après il y en a plein d'autres. Mais personne en Inde ne se dit disciple direct de Patanjali ou d'un disciple qui serait lui-même un disciple direct de Patanjali. Patanjali n'a pas fait de lignée. Bon. Et les Yoga Sutras vont servir de matrice pour une multitude de commentaires. Voilà, donc c'est ce foisonnement qui était, dont moi je trouve qu'il est extraordinairement riche. J'ai pas la nostalgie d'un yoga originel qui serait un yoga pur et authentique. En plus, ça correspond pas à l'esprit indien qui aime pas les orthodoxies. L'hindouisme, le bouddhisme, le jaïnisme et plein d'autres mouvements cohabitent. Pas toujours très bien, ça c'est un autre problème, mais ils cohabitent. Et il n'y a pas un processus d'orthodoxie comme on y est habitué en Occident. Donc personne n'a dit « Ah, ça c'est le vrai yoga ». Personne. Voilà. Donc il fallait rendre compte de ça. Donc comment on a fait ? On a fait des hypothèses sur les origines, ou plutôt on a dit ce que les scientifiques, les universitaires, les savants avaient comme hypothèse. On y a entremêlé ce qu'on savait, parce qu'il y a des choses qu'on sait. On a donné des points de repère qui sont fondamentaux entre deux grands textes, les Yoga Sutras et puis la Hatha Yoga Pradipika. C'est deux textes qui fonctionnent comme, on peut le dire, des encyclopédies du yoga, même si elles sont très courtes, c'est quand même des synthèses. Et puis, on a essayé, surtout dans le chapitre, la vaste partie sur les yogas médiévaux, de montrer des yogas shivaïtes, des yogas du Nord, des yogas du Sud, comment les Vishnouites du Bengale ont entendu et pratiqué le yoga, etc. Donc, on a essayé de montrer ce foisonnement. À ce propos, merci, j'ai une question d'une auditrice, Camille, qui est créatrice du magazine Aerial Yoga et qui souhaitait justement vous interpeller sur cette évolution. Elle se demandait jusqu'où peut aller cet engouement pour le yoga moderne aujourd'hui, sans que ça touche justement à l'éthique, à l'essence du yoga. Et je crois qu'on parle certainement ici de ce fameux esprit du yoga, qui est le titre de l'un de vos ouvrages, publié en 2005 aux éditions Albin Michel. Je vous cite, vous disiez d'ailleurs à l'époque que lorsque l'on a compris l'esprit d'une sagesse, on en a perçu l'essentiel. Et on peut alors la véhiculer partout, dans le temps et l'espace, sans risque de la perdre. Vous preniez d'ailleurs alors, je cite encore une fois, une pratique qui ne se passe pas des traditions, mais peut les dépasser, une tradition non figée qui doit permettre que l'esprit circule d'un être à l'autre et dans le temps. Voilà, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots justement sur cet esprit, cette essence du yoga ? Je vous remercie de me citer, vous voyez, ça me rappelle ce que j'avais écrit. Par chance, je suis encore d'accord avec ça. J'ai pas tout retenu de ce que vous avez cité, mais il y a deux choses qui me frappent. C'est premièrement transmettre. Et donc là, il y a nécessairement une éthique de la transmission. Et puis, deuxièmement, cette notion d'une fidélité à une ou des traditions. Bon, bien sûr qu'il faut être fidèle à ce qu'on a reçu. Ça, je pense que c'est un des piliers d'une éthique. Mais en même temps, dans la transmission, il y a une actualisation. Donc, je dirais qu'il faut aller au cœur de cette sagesse. C'est bien, je crois, ce que je dis dans la première phrase. Il faut aller au cœur de ce qu'est cette sagesse pour comprendre comment la transmettre. Si on fait qu'imiter ce qu'on a reçu, ou qu'imiter un enseignant ou un maître de qui on a reçu, en fait, on ne transmet pas vraiment. Transmettre, c'est donc faire passer par soi-même. Et faire passer par soi-même, c'est aussi savoir comment réfléchir, se dépouiller un peu de soi pour entendre l'autre à qui on va transmettre quelque chose. Donc oui, il y a une éthique. Et cette éthique, votre auditrice s'inquiète que les voies de yoga aujourd'hui ne la respectent pas, elle a raison. Comme toute éthique d'ailleurs dans d'autres domaines que le yoga, elle est mise en danger par toutes sortes de processus qui sont à l'œuvre dans notre monde contemporain. Mais ça peut se faire, enfin il y a une déontologie des professeurs de yoga.
Et puis, il y a ce que les traités anciens enseignent et qui peut tout à fait être actualisé, hein. Les yamas et les niyamas chez Patanjali, qui sont ce à quoi on a renoncé et ce qu'on a à adopter comme attitude pour pouvoir pratiquer un yoga juste. Ça vaut pour aujourd'hui, hein. C'est vrai que nous pratiquons aujourd'hui un yoga qui a été importé en Occident par de nombreux yogis indiens, Vivekananda avec ce fameux discours au Parlement des religions à Chicago, à la toute fin du 19e siècle, Yogananda, Krishnamacharya, Indra Devi évidemment aussi. Donc au-delà des intentions de ces yogis, et c'est vrai d'une visée nationaliste qui a été reconnue, il y avait quand même de la place en Europe, aux États-Unis, pour que le yoga s'installe. D'abord auprès de petits groupes, petits mouvements, comme vous le décrivez parfois, et puis aujourd'hui beaucoup plus largement. Vous dites d'ailleurs à ce sujet qu'une greffe ne prend que si on en a besoin. En faisant référence justement aux Européens qui ont, dans leur quête de sens, trouvé avec le yoga finalement une pratique, mais aussi un paysage plus large, avec des images, avec un vocabulaire, avec un message finalement qui a su les séduire. Est-ce que vous pourriez évoquer ce qui, selon vous, a permis cette greffe et ce développement de la pratique ? Mon idée, c'est que si vous apportez quelque chose, vous êtes un étranger, mettons un Indien, et vous apportez quelque chose ailleurs. Si ailleurs, on n'a pas une attente, on n'a pas une aspiration, on n'a pas le sentiment qu'il manque quelque chose, ça ne marche pas. L'autre est plein de ce qu'il a ou de ce qu'il est, et donc il n'y a aucune greffe qui peut prendre. Donc là, de nombreux sociologues, historiens, etc., ont montré qu'à la fin du 19e siècle, même si ça venait de petits groupes qui étaient des évangéliques américains, des théosophes, ceux qu'on a appelés les transcendantalistes qui voulaient plus d'âme dans la vie sociale, des romantiques ou les héritiers des romantiques, etc., même si c'était des petits groupes, il y avait à la fin du 19e siècle, dans les sociétés d'Occident, une sorte d'hésitation sur la valeur de la modernité. Entre autres parce qu'on se rendait compte à la fin du 19e siècle que la société industrielle ou l'industrialisation, qui s'était développée de manière très importante au milieu du 19e siècle, était certes un progrès, vers la vitesse, vers la technologie, vers la rencontre aussi entre les uns et les autres, mais en même temps pesait très fort sur les existences individuelles. Et donc, un questionnement vient à propos de cette modernité qui ne fait pas droit au bien-être des hommes et des femmes qui y travaillent, qui est sans âme, comme j'ai dit, ou qui met en danger une forme de spiritualité, une forme d'être au monde qui soit harmonieuse, c'est un thème fort aujourd'hui, mais ça l'est déjà à la fin du 19e siècle, qui fait mal à la nature parce qu'elle l'exploite. Donc tout ça est présent à la marge des sociétés occidentales, mais quand même bien présent. Et quand des gens viennent d'ailleurs, porteurs d'une sagesse, comme les maîtres indiens, il n'y a pas eu qu'eux, il y a eu des maîtres japonais, etc., des Chinois, enfin ça vient beaucoup de l'Asie, arrivent et prêchent quelque chose d'autre qui apparaît comme extrêmement spiritualiste, non-violent, sage, etc. Alors, il y a un engouement pour ces gens et pour leur enseignement. Donc c'est d'abord les États-Unis qui vont faire grand accueil à des gens comme Vivekananda, puis Yogananda, puis les élèves de Shivananda, etc. Et par ricochet, ça va être l'Europe ensuite. Voilà, ça marche comme ça. À ce sujet, je relais également la question d'une autre auditrice, Charlène, qui est enseignante de yoga au Japon, qui vous demande, du point de vue de l'Occident, comment explique-t-on que l'on se soit tourné davantage vers les philosophies indiennes, même si c'est vrai, vous avez justement évoqué tout à l'heure les approches japonaises ou les approches chinoises, et non pas vers les gymnastiques des philosophes de l'Antiquité grecque, qui la percevaient aussi comme un exercice spirituel. Les philosophes grecs, ils n'ont pas fait de gymnastique, en réalité. Ils ont
des gens comme Platon, Aristote, etc., ils ont eu une éducation de jeunes hommes grecs et donc ils allaient à la palestre et ils faisaient des exercices, bien sûr. Mais finalement, ça tenait assez peu de place dans leur vie. Et si les Grecs ont exalté le beau corps masculin, le corps exercé, ils n'ont pas tellement vu le corps comme un moyen de s'élever à la spiritualité. C'était le corps héroïque, ces coureurs, ces lanceurs de disques à qui on a élevé des statues et qu'on a idéalisés, qui ont été des héros. En fait, ils sont très très différents des yogis. Les philosophes grecs, ils ont plutôt évoqué les gymnosophistes, c'est-à-dire littéralement du grec les philosophes nus, et qui sont très probablement des orientaux, des asiatiques, peut-être des jains, ou bien pas des bouddhistes parce que les bouddhistes n'étaient pas nus, mais peut-être des yogis. Peut-être des gens parmi ceux que Alexandre et son entourage ont rencontrés ou ont raconté avoir rencontré sur l'Indus quand Alexandre a fait son expédition vers l'Inde. Le corps en Grèce est traversé aussi par des oppositions qui sont violentes. Par exemple, le corps de la femme n'est pas du tout un sujet d'admiration. Les philosophes grecs, quand ils parlent de la femme, ils n'en parlent pas bien. La vieillesse n'est pas quelque chose qui est... c'est quelque chose qui est difficile. Et justement, les stoïciens vont prêcher sur la vieillesse parce que les Grecs n'aiment pas ce qui est vieux, ce qui est abîmé, ce qui est... Voilà. Donc, c'est une ambiance qui est très différente de l'ambiance indienne. Encore une question sur le yoga moderne qui est... celui qui est actuellement pratiqué en Inde aujourd'hui, dans son pays d'origine. L'hypothèse d'un certain nombre de chercheurs à ce sujet est qu'il y aurait eu, à la fin du XXe siècle, une influence en retour de la pratique occidentale sur la façon de pratiquer le yoga en Inde. On aurait finalement assisté, non pas à un aller simple, mais à un aller-retour Orient-Occident. Même s'il existe, c'est vrai, davantage qu'en Europe, des lieux en Inde où la dimension dévotionnelle, la bhakti du yoga, est encore très présente, comme par exemple dans les ashrams. Que pouvez-vous nous dire de ce yoga moderne, de la façon dont il est pratiqué aujourd'hui dans son pays d'origine? Alors, ce que je voudrais d'abord dire, c'est que le jeu de ping-pong est beaucoup plus ancien. Parce qu'en fait, Vivekananda, quand il vient au Parlement des religions à Chicago en 1893, il a déjà lu beaucoup d'occidentaux. Il a lu des ouvrages de philosophie, de sociologie, d'économie. Il a eu l'éducation d'un intellectuel à Calcutta. Et quand il parle aux Occidentaux, il sait leur parler. Il a un discours qui est déjà un discours mixte, qui est déjà un discours mitigé. Je donne un seul exemple à propos de Patanjali. Il dit que c'est le premier grand évolutionniste au monde qui croit au progrès, alors individuel, mais qui croit au progrès. Et il met ça en relation avec les théories de Darwin. Donc c'est frappant. Voilà. Donc il y a déjà une rencontre, je ne dis pas forcément une influence, mais une rencontre à l'origine de la première transmission de l'hindouisme et du yoga vers l'Occident. Bon. Alors, pour parler de cette fin de XXe siècle, alors effectivement, on fait du yoga à Bombay, à Delhi ou à Chennai ou à Bangalore, dans des clubs de sport, des salles, exactement comme on en fait à New York ou à Londres ou à Paris. Ça ne représente pas la seule facette du yoga en Inde. On fait aussi du yoga dans les ashrams, bien sûr, dans les grands ashrams, et certains d'entre eux, je dirais, plus ils sont grands en Inde, plus ils sont vastes, plus ils ressemblent aux ashrams de Virginie, de Californie ou d'ailleurs. Ce qui est plus spécifique à l'Inde contemporaine, ce sont les cours de yoga qui sont donnés dans des plus petits ashrams où un maître est relativement peu soucieux de paraître sur Instagram ou ailleurs et a encore un environnement qui est
sinon traditionnel, parce que la modernité est passée par là, du moins un environnement sociologique qui ressemble assez aux environnements plus anciens. Alors ça, on trouve ça en Inde, dans pas mal d'endroits, qui ne sont pas forcément des endroits recherchés comme Rishikesh. Mais voilà, c'est vrai que beaucoup de formes de yoga en Inde sont des yogas qui sont importés en retour de l'Occident, c'est certain. Je me permets également de relayer ici un débat qui a eu lieu en ligne récemment entre professeurs de yoga dans le groupe Vini Yoga Libre, que je salue, un collectif de professeurs de yoga qui débat, qui réfléchit sous l'animation de Catherine et de Philippe Fillot que vous connaissez. Le constat était le suivant, je vous le livre. Je crois que c'était Philippe qui disait « Depuis les années 70-80, le yoga en France semble majoritairement laïque, incarné, matérialiste au bon sens du terme, thérapeutique aussi d'ailleurs. Et nous assistons aujourd'hui en partie à un certain retour en force du traditionnalisme, avec parfois une forme de folklore ésotérique. J'ajoute aussi de nombreux mélanges, avec notamment l'hindouisme, auprès duquel il a grandi, certainement des confusions entretenues, et pire encore, des rapports de domination, voire dans des cas extrêmes heureusement rares, des dérives sectaires, dont certaines étaient dénoncées dans le monde l'été dernier. Dans ce cadre, il y a une forme de bataille pour savoir qui pratique le yoga le plus traditionnel, le plus vrai, le plus authentique, le fameux yoga des origines qui n'existe pas, ou au contraire, qui se fourvoie dans un yoga moderne centré uniquement sur la posture. Même s'il y a effectivement un yoga occidental ou l'asana est malheureusement parfois le seul horizon de la pratique. Est-ce que vous partagez ce constat déjà et que pouvez-vous nous dire un petit peu au sujet de ces tendances ? Alors, je pense que ces tendances, elles existent en germe dès que le yoga se transmet dans les pays d'Occident. Seulement, elles prennent une dimension exponentielle. Mon idée, enfin c'est ce qui s'exprime dans l'encyclopédie, c'est qu'il y a 2 mondialisations du yoga. Il y en a une première qui commence avec Vivekananda, en 1893, le Parlement de Chicago, et en gros, elle se termine à la fin de la période hippie. 68, les Beatles sont à Rishikesh. Leur séjour est un échec sur le plan du yoga, de la pratique, de la relation de maître à disciple, mais c'est un succès sur le plan de la créativité, puisqu'ils composent la plupart des chansons de l'album blanc, ce grand album auquel ma génération a été nourrie. Bon. Donc, dans les années 70, à peu près, la vague hippie décline. Et le yoga avec, d'ailleurs, enfin, il y a un plat, si je puis dire, dans l'évolution. C'est d'autres pratiques qui n'ont aucune assise spirituelle, comme Pilates, comme le stretching, voilà, qui sont à la mode. Et puis, dans les années 90, paf, ça repart. Et là, on assiste à une deuxième mondialisation. Je pense que les aspects que vous dites et que relève Philippe Fillot, entre autres, ils sont déjà là dans la première mondialisation, mais ils concernent beaucoup moins de personnes, parce que là, maintenant, c'est totalement exponentiel et donc on n'a plus aucune maîtrise sur la chose. C'est-à-dire que dès les années 1900-1970, il y a des yogas qui sont axés sur des formes de spiritualité. Il y a des yogas qui entendent préserver, conserver la santé et même qui prétendent guérir certaines maladies, à tort ou à raison, ça c'est un autre problème. Et puis il y a des yogas qui sont axés sur le corps au sens de la compétition et de modeler son corps de telle manière qu'on le fasse rentrer dans une optique volontariste, soit de canon de beauté, soit donc de performance. Donc ces 3 tendances, vous les retrouvez aujourd'hui, bien évidemment. Et bien sûr que dans des discussions entre professeurs de yoga, ces 3 tendances-là sont présentes et elles résument vraiment les choses, avec une 4e qui est propre à l'Inde, qui est l'instrumentalisation du yoga par le nationalisme hindou. Alors ça, c'est une donnée qui est nouvelle, on en reparlera peut-être. Mais voilà, les 3 grandes tendances auxquelles la greffe yogique s'est attachée, accrochée pour vivre, je pense qu'elles étaient déjà là dans la première moitié du XXe siècle.
et que maintenant elles connaissent une croissance exponentielle. Toujours sur ce yoga contemporain, vous avez précisé tout à l'heure que lors de ce que vous avez appelé la première mondialisation, on a eu une grève qui a pris car il y avait des déçus finalement de la révolution industrielle qui ne satisfaisaient pas vraiment leurs besoins de bien-être, leurs besoins de spiritualité. Cette recherche intérieure qui prend de nouvelles formes, aujourd'hui nous dit aussi peut-être quelque chose qui relève d'un retour du spirituel, d'une quête de sens dans ce monde qui laisse énormément de personnes en marge, ce monde qui change très rapidement, dans lequel tous les repères classiques, les repères sociaux sont brouillés, fluctuent, dans une société où la compétitivité, le gain, la performance sont des boussoles malheureusement pour beaucoup d'acteurs sociaux. Voilà, que pensez-vous vraiment de cette hypothèse du retour du spirituel dans ce contexte de la société moderne? Mais oui, bien sûr. Le sentiment diffus et généralisé, c'est qu'on va de crise en crise. Et ce sentiment correspond à une certaine réalité. Disons que depuis 2001, depuis les attentats du World Trade Center, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je veux dire, les choses se bousculent, se bousculent sur tous les plans. Donc ça, ce sentiment-là, il est de plus en plus fort. Et donc, en retour, il produit quoi? Il produit déjà la quête d'une certaine forme de stabilité. Et si le monde extérieur ne nous donne pas cette stabilité et nous bouleverse sans cesse, parce que justement, sans cesse de nouveaux événements font irruption, alors donc il faut essayer de chercher cette stabilité à l'intérieur de soi. Et là viennent les voies spirituelles, entre guillemets, ou les voies de sagesse, naturellement, parce qu'elles répondent à ça. Elles disent, mais c'est pas l'extérieur qu'il faut que tu cherches un salut, c'est à l'intérieur de toi. Et ensuite, elles donnent des éléments d'analyse de ce monde intime. Qu'est-ce qu'on est? Quel est le vrai moi? Quelles sont nos passions, etc. Et le yoga, bien sûr, s'intéresse à ça depuis 3000 ans. Bon. Et ensuite, sont privilégiées les sagesses ou les spiritualités qui donnent des solutions concrètes. Alors, ça passe par le corps, dans le yoga, dans certains exercices du zen, tai chi, etc. Ça peut passer par une foi religieuse. Vous avez parlé de la bhakti tout à l'heure. Il y a des yogas qui sont théistes, qui font la place à la dévotion, peut-être le mot est fort, mais à la reconnaissance d'une transcendance. Ça fait partie de la spiritualité. Ça peut aller, vous le disiez aussi tout à l'heure, jusqu'à des dérives sectaires, ça c'est sûr. Il y en a plein parce que, en fait, comme il y a un grand individualisme dans le monde contemporain, toutes ces quêtes, elles sont un peu en ordre dispersé. Et il est facile de se laisser entraîner à des dérives, justement. Je relais également une autre question posée par Valentina, qui est médiatrice psychocorporelle dans le Lot. Et elle vous demande, selon vous, quel est le sens de l'enseignement des yogas aujourd'hui? À quel besoin sociétal répond-il? Quel besoin peut-être en plus de cette quête de sens que nous venons d'évoquer? Je disais quête de stabilité, donc quête de sens, réponse à des souffrances qui sont très contemporaines, comme le stress, qui semble-t-il, d'après ceux qui l'étudient, est positif jusqu'à un certain point, et puis quand il est trop fort, alors la chose se renverse et il devient notre ennemi. Et ça, c'est très, très fréquent. Souffrance due aussi au rapport avec la nature, j'y reviens. J'entends l'écologie au sens très large du terme. On sent bien que notre rapport à la nature est douloureux finalement parce qu'on en est séparé, parce que cette nature, elle a tendance à se retourner contre nous, voilà aussi. Il y a beaucoup de ça chez ceux qui viennent à la pratique du yoga, beaucoup. Justement, ce terme de spiritualité qui est souvent central dans cette quête de sens, comment bien le définir? C'est un peu la question que souhaitait vous poser Violaine, qui est enseignante de yoga à Strasbourg, et qui s'interroge sur ce que recouvre précisément ce terme. La spiritualité est aujourd'hui présentée de 1000 façons différentes.
Est-ce qu'elle relève des sciences humaines, de la philosophie, de la théologie? Est-ce que c'est forcément un lien au sacré, au sens large? Est-ce qu'il y a forcément une image, une définition de Dieu? Est-ce que la spiritualité peut être laïque? Voilà, quel regard vous portez sur ce terme? Elle a bien raison de poser la question parce que spiritualité, c'est un mot valise. Donc, si on ouvre la valise, qu'est-ce qu'on voit? Philippe Filliot en a très bien parlé dans un article de l'encyclopédie là, du yoga. Qu'est-ce qu'on trouve? Premièrement, il y a forcément dans la spiritualité un rapport à, je vais employer un mot un peu savant, à l'altérité ou à une transcendance. C'est pas forcément un Dieu personnel, à ce qui nous dépasse. Il y a la reconnaissance que on est petit, ou on est vulnérable, ou on est faible par rapport à une dimension qui nous dépasse et avec laquelle on entend entrer en relation. Deuxième élément qui est très fort chez les gens, quand on emploie le mot spiritualité, c'est l'idée de chemin. Une spiritualité, ça comporte toujours une voie VOIE, VOIX aussi on peut le dire, mais VOIE, un chemin que l'on gravit, sur lequel on marche, et sur lequel on marche à la suite d'autres personnes. C'est-à-dire c'est un chemin qui a déjà été frayé par d'autres. Et donc, troisième élément, ce chemin, on ne le fait pas tout seul. Il y a des traditions, il y a des textes, il y a des enseignements. Un quatrième aspect, c'est que une spiritualité, ça s'adresse avant tout à l'individu. C'est pas d'abord institutionnel. Une doctrine, un système, un mouvement, tous ces mouvements en français que l'on termine par isme, christianisme, bouddhisme, etc. Cet aspect institutionnel et collectif parle peu aux gens qui disent que la spiritualité est importante pour eux. La spiritualité se marque par une envie de l'individu d'être autonome dans ses choix et donc, à partir de ses choix, de marcher sur un certain chemin. Voilà, si on veut une définition en une ligne, on n'y arrive pas parce qu'il y a trop de composantes dans le mot spiritualité. Ouais. Mais c'est aussi pourquoi votre interlocutrice parlait de sciences humaines, etc. Bon, un certain nombre d'universitaires refusent d'employer le mot spiritualité parce qu'ils disent on n'en sort pas avec ça. Mais vous savez, c'est Saint-Augustin qui disait je sais très bien ce que c'est que le temps, mais s'il faut que j'en parle, je ne sais plus comment faire. Bon, là, c'est pareil. On sait très bien ce qu'est la spiritualité, mais quand il faut la définir très précisément, en 2 mots, on n'y arrive pas. Ce quatrième point que vous venez de donner, là, la différence entre spiritualité et religion institutionnalisée d'une certaine façon, cela m'amène à une deuxième question posée par une auditrice, c'est celle de Marie qui est enseignante de yoga en Haute-Savoie. Et Marie s'interroge sur les parallèles entre l'enseignement chrétien et le yoga, les éventuels messages communs entre yoga et cette religion-là, et qui peuvent être d'ailleurs peut-être partagés au sein d'autres religions monothéistes. Alors, bien sûr qu'il y a des messages en commun, par exemple cette idée qu'il existe une transcendance, ça c'est un fondement, sauf que le Dieu chrétien ne correspond pas forcément à une forme de sacré qui n'est pas définie dans certains courants de yoga. Alors, certains courants de yoga sont théistes et vénèrent Shiva ou Vishnu comme les chrétiens vénèrent le Dieu chrétien, mais d'autres courants de yoga ont une vision du sacré ou de la transcendance qui est impersonnelle. Ce que je dirais, c'est pas tant qu'ils ont des points communs, christianisme et yoga, c'est plutôt qu'ils peuvent se compléter. Alors là, on rentre dans un débat, il faut bien dire qu'il y a des chrétiens qui trouvent que c'est très bien de faire du yoga, et puis il y en a d'autres qui trouvent que c'est très mal. Bon. Les arguments de ceux qui trouvent que c'est très mal de faire du yoga me paraissent peu convaincants.
Le yoga vient d'ailleurs, il essaierait de convertir les chrétiens à une vision hindoue du monde, il privilégie le corps et la sexualité, c'est pas si bien que ça, etc., etc. Tous ces arguments me paraissent pas très convaincants et me paraissent plutôt dictés par la peur de l'autre et la peur de la rencontre avec l'autre que par vraiment quelque chose qui soit légitime. Donc je parlerai plutôt des chrétiens qui se sont intéressés au yoga depuis le début du XXe siècle. Il faut dire que Vivekananda a eu beaucoup d'auditeurs et surtout d'auditrices parce qu'il était très beau et les femmes l'aimaient bien. Elles trouvaient qu'il avait beaucoup de charisme. Beaucoup d'auditrices qui étaient chrétiennes protestantes et qui ont trouvé dans le yoga une sorte de complément de ce qui, dans le christianisme, leur manquait ou leur paraissait pas assez développé. Entre autres, les exercices de concentration et de méditation. Et puis, alors ça vient un peu plus tard, dans les années 60, au moment où l'Église se transforme avec Vatican II, un certain nombre de théologiens et d'autres groupes, et de groupes chrétiens mettent l'accent sur le corps et estiment que le christianisme, en particulier du XIXe siècle, très institutionnel et assez froid, assez raide aussi dans sa morale, n'a pas rendu justice au corps. Alors, à partir des années, 1960-1970, et d'ailleurs en corrélation avec les mouvements hippies, tout ça, tout ça n'est pas hors sol, hein, tout ça se rejoint. Il y a un intérêt chez les chrétiens pour la pratique des postures, qui amène, comme chez Patanjali, à la posture reine, qui est la posture assise, dans laquelle on peut rester longtemps, on peut respirer longtemps, faire des exercices sur le souffle. Et là, beaucoup de chrétiens rencontrent un enseignement sur le souffle qui est très ancien dans le judaïsme et dans le christianisme. Enfin, l'inspiration, le verbe, le souffle de Dieu qui est créateur, tout ça, c'est dans les textes. Donc, beaucoup de chrétiens, finalement, retrouvent des éléments fondateurs, textes chrétiens, par-delà un enseignement 19e siècle qui a été beaucoup trop moralisateur, et retrouvent dans ces textes d'abord leur vitalité propre et ensuite des parallèles ou des idées complémentaires à celles qu'on trouve dans le yoga. Donc ça, c'est un mouvement qui continue et qui est très important. Merci beaucoup Isée Tardant-Masquelier, ma transition est toute faite. Je souhaiterais évoquer un sujet qui vous tient à cœur, c'est la place du corps dans la pratique du yoga, et plus largement d'ailleurs dans les pratiques spirituelles. C'est un sujet que vous étudiez depuis très longtemps. En 1996 déjà, vous rassembliez dans un ouvrage appelé « Les chemins du corps » les interventions des assises nationales du yoga qui se sont tenues, je crois, à Aix-les-Bains, où étaient abordées les voies menant à sa dimension intérieure, les modes d'approche, de la sensibilité, des désirs, des émotions. Un livre d'ailleurs passionnant que je conseille fortement aux auditeurs. Et vous faisiez dans cet ouvrage finalement le constat, au milieu des années 90, d'un corps en quête de sens oscillant entre la tentation du laisser-aller et celle du conformisme social. Corps qui succédait au corps libéré des années 70 et au corps fonctionnel des années 80. Vous animez encore aujourd'hui un séminaire pluridisciplinaire de recherche sur le corps en partenariat, je crois, avec l'École des hautes études en sciences sociales. Comment vous pourriez qualifier ce corps en 2022 ? Et évidemment, en lien avec la pratique du yoga, est-ce qu'il est toujours pour vous cet outil de médiation précieux, cet instrument de liberté? Oui, dans le cadre du yoga, absolument. Malheureusement, c'est pas quelque chose qui est partagé partout et on voit bien comment les corps sont maltraités, hein, ou comment on maltraite son corps comme on veut, sans culpabiliser les gens, la question n'est pas là. Je pense que le yoga est particulièrement important aujourd'hui et prend une nouvelle signification ou deux nouvelles significations en fonction de notre contexte. Je veux dire que je commencerai par exemple par parler, comme on dit, du présentiel et du distanciel. Beaucoup de choses aujourd'hui, pour les raisons qu'on sait, je n'ai pas besoin de les développer, se passent à distance. Et on s'aperçoit que,
pas mal de gens, enfin nous tous, on est assez à l'aise dans la distance parce que on se retranche un peu de la réalité. Mais en fait, notre réalité, c'est d'être incarné. Et donc, pour ce qui est du yoga, de retrouver une présence corporelle à soi-même et aux autres. Donc, par exemple, quand on me pose la question, je dis toujours, si vous ne pouvez pas faire de yoga chez un prof en ce moment, bien sûr, utilisez Internet et trouver des bons cours de yoga, ça existe, en distanciel. Mais dès que vous pouvez, retourner à la présence. Une présence, c'est pas une bulle de savon ou un nuage, c'est un corps qui est habité. Bon. Donc ça, c'est une chose importante. Une deuxième chose importante, c'est que je crois qu'aujourd'hui, face à un certain nombre de maladies chroniques ou qui menacent d'être chroniques, je pense à l'obésité, mais à bien d'autres, à des allergies qui sont un peu des maladies de civilisation, on va dire, ou de société. Le retour au corps, dans une préoccupation pas forcément d'hygiène ou de santé au sens étroit du terme, mais d'équilibre au sens large et de réharmonisation, ça me paraît un besoin qui est extrêmement fort aujourd'hui. Après, je crois qu'on revient d'une erreur de jugement qu'on a faite en Occident et qui a porté la philosophie occidentale et puis en grande partie les psychologies et les psychanalyses, c'est que les émotions, les sensations, les sentiments, ça se passait dans la tête. Ok, ça se passe dans la tête, mais la tête, ça fait partie du corps. Ok, on a des corrélats cérébraux de tous ces mouvements psychiques, et ça se passe dans le cerveau, mais le cerveau appartient au corps. Et donc, je dirais qu'on a beaucoup pensé la vie intérieure de manière désincarnée, mais elle n'est pas du tout désincarnée. Quand vous éprouvez une émotion, vous l'éprouvez en même temps, même parfois antérieurement, surtout antérieurement, de manière corporelle, puis psychique. Mais même si vous l'éprouvez en même temps, même si psychiquement ça va aussi vite que corporellement, elle est indissolublement physique et psychique, cette émotion. Quand vous rencontrez l'autre, vous lui parlez bien sûr, mais vous le rencontrez avec son corps. Donc j'ai l'impression de dire des évidences, et ce sont des évidences, on ne devrait même pas avoir à les dire. N'empêche qu'on les a tellement perdus de vue, j'ai envie de dire presque depuis la Renaissance, qu'il y a à refaire connaissance avec ce corps-là, qui est le corps qui est siège de la vie, et de la vie corporelle et psychique en même temps. Donc c'est ce qu'on appelle souvent la dimension holistique, tout ensemble. Mais moi j'aime bien parler plus concret. Voilà. Alors ça, le yoga nous le permet. Et je pense que c'est d'autant plus important aujourd'hui. Sur la pédagogie et l'enseignement du yoga, en lien avec cette place du corps, j'ai la question de Marie, qui est enseignante de yoga en Gironde, qui vous demande comment inviter ses élèves à aller au-delà de la posture. Ils iront tout seuls. Au-delà de la posture, ça veut dire aller dans des états plus profonds, peut-être de silence, de méditation. Bon, il faut employer le terme avec un peu de prudence parce qu'il y a plein d'états de méditation différents. Je pense que le professeur de yoga, il doit bien développer sa sensibilité, outre le fait qu'il a des moyens pédagogiques pour enseigner les postures, mais s'il veut que ses élèves puissent aller au-delà, il doit bien éduquer sa sensibilité pour sentir le moment juste. Et il y a un moment où on perçoit que des pratiquants de yoga sont prêts à s'installer dans une certaine forme de silence. Et là, on peut leur donner des conseils de concentration, de méditation, en étant toujours appuyé sur les exercices respiratoires. Ça,
il y a une palette d'exercices qui sont absolument extraordinaires pour rentrer de manière stable et de manière sécure dans les états de méditation. Donc ça, si elle a fait une formation de prof de yoga, elle peut puiser là-dedans. Je souhaiterais également solliciter votre regard sur les liens entre yoga et développement personnel, très en vogue depuis 10 ans et encore davantage. Que pensez-vous des nombreuses injonctions au bien-être qui sont extrêmement fréquentes aujourd'hui, y compris dans ce monde du yoga, avec cette phrase qui revient souvent, devenir la meilleure version de soi-même? Est-ce que le yoga, au contraire, ne vise pas davantage à dévoiler, à se dénuder, à enlever ce qui entrave, plutôt qu'à compléter l'être humain comme s'il manquait toujours quelque chose, comme s'il y avait toujours à avancer, à se dépasser? Est-ce que tout ça ne pousse pas finalement à un raga, comme on dit dans les Yoga Sutras, une course en avant, qui serait évidemment celui de l'ego, jamais assouvi, toujours à la recherche d'un plus? Voilà, je sollicite un petit peu votre regard sur ce sujet. Alors, on a encensé les mouvements de développement personnel et puis aujourd'hui, c'est à la mode de les critiquer et de les rejeter complètement. Moi, je dirais que à un certain moment, ils ont été importants et positifs en ce sens qu'ils ont permis de lever la soupape sur... on en parlait tout à l'heure, sur des morales qui étaient très, très répressives, on va dire. Et donc, l'idée que l'être humain puisse se développer lui-même et qu'on invente des moyens pour permettre ce développement, en soi, c'était une idée intéressante. Bon. Maintenant, après, ça a foisonné dans tous les sens, c'était tout et n'importe quoi. Et puis surtout, ça a été instrumentalisé de manière, je dirais, matérialiste. C'est-à-dire, l'être humain était comme un produit qui n'était pas parfait, comme vous le dites, et il fallait le perfectionner. Donc là, ça ne va plus du tout. Et les injonctions pour être meilleur, pour être mieux, pour être plus beau, plus ceci, plus cela... avoir plus de plaisir dans la vie ou je ne sais quoi, ça me paraît, à moi, tout à fait étranger à l'esprit du yoga. En ce sens que, déjà, on est dans une perspective volontariste, on est dans une perspective accumulative, c'est-à-dire qu'il faut toujours plus de ceci, plus de cela, plus de techniques pour devenir plus soi-même. Et plus n'existe pas dans le vocabulaire du yoga. Hein. C'est absolument pas dans l'esprit du yoga cette boulimie accumulative. Au contraire, comme vous le disiez très bien, d'ailleurs j'avais fait un petit jeu de mots dans mon bouquin L'esprit du yoga, au lieu d'être dans le développement personnel, on devrait être dans le détachement personnel. Hein, voilà. Pour ça, il faut accepter des choses qui sont difficiles, ou plus ou moins difficiles à accepter, ça dépend de chacun. Il faut accepter que de toute façon, on ne sera jamais parfait, parce que l'être humain n'est pas destiné à la perfection. Il faut accepter qu'on ne sera jamais complet, et tant mieux, parce que ça nous permet d'entrer en relation avec l'autre. Il faut accepter que notre marche soit indéfinie, c'est-à-dire qu'il n'y aura jamais une version définitive de soi. Ça n'existe pas. Il faut accepter qu'on cesse d'être volontaire envers soi-même et d'utiliser des techniques pour se modeler, corps et esprit. Mais qu'on soit au contraire dans un lâcher-prise, qui n'est pas du tout un laisser-aller. Hein. Je ne fais pas un plaidoyer pour la mollesse ou la paresse, hein, pas du tout. Mais lâcher-prise, c'est être capable de laisser advenir les choses pour pouvoir les intégrer à soi ou au contraire s'en séparer. Et c'est une grande voie de sagesse. Donc voilà, je pense que aujourd'hui, le développement personnel a fait son temps. Voilà, c'est ce que je crois.
Je relais encore une question présente dans le groupe Vigny Yoga Libre, qui aborde un sujet important qui est celui de la responsabilité de nos actes, mais aussi du libre arbitre. Pensez-vous, comme certains maîtres de la non-dualité, qu'il y a action mais qu'il n'y a jamais d'acteur ? Selon eux, même si l'appropriation psychologique fait qu'on s'imagine être acteur de ces actes, en fait ce ne serait pas le cas. Et d'ailleurs, ils s'appuient sur un certain nombre de recherches en physiologie avec certains chercheurs qui nous disent que les zones du cerveau qui président à l'action sont stimulées avant quelques millièmes de seconde, les zones du cerveau qui prennent la décision. Ce qui voudrait dire d'une certaine façon que nous agirions davantage à l'instinct et on justifierait ensuite nos choix en essayant de les rationaliser. Est-ce que ce point de vue-là, il n'invite pas quand même à une forme de déresponsabilisation ? Est-ce qu'être humain, a fortiori quand on est dans une recherche comme celle du yoga, ce n'est pas être capable de prendre conscience de ce qui nous conditionne et tenter de le dépasser ? Spinoza disait d'ailleurs à ce sujet, être libre, c'est connaître ce qui nous gouverne. Voilà, quel avis portez-vous sur ce sujet ? C'est un sujet qui est très complexe. Et donc, quand on va sur Internet, ou même dans certains articles, ou ouvrages, ou enseignements oraux, à partir du moment où il est simplifié, on n'y comprend plus rien. Cette idée qu'il y aurait une action sans acteur, elle provient sans doute de la Bhagavad Gita, où l'enseignement, en définitive, de Krishna sur le karma yoga invite Arjuna à comprendre qu'il est juste un instrument qui participe au destin du monde ou du cosmos. Et que de toute façon, comme l'histoire racontée par la Bhagavad Gita, enfin l'ensemble du Mahabharata, c'est le passage d'un cycle cosmique à un autre, que ce passage ne peut se faire que par des convulsions, que la guerre racontée dans le Mahabharata est justement l'élément le plus fort de ces convulsions. Krishna veut amener Arjuna à comprendre que voilà, les guerriers, en général, et lui en particulier, ne sont que des instruments de ce passage d'un cycle cosmique à un autre. Ok. C'est déjà pas facile à comprendre vraiment. C'est pas du tout dans notre conception du temps et du destin que nous avons en Occident. Donc là encore, on est face à des idées étrangères, on est obligé de les simplifier. Après, ce que vous dites des recherches au niveau de la physiologie ou de la neurophysiologie, j'avoue que je ne suis pas très capable de vous répondre parce que je ne les connais pas. Moi, je me situerai sur un plan éthique. Et je rappellerai avec Ramana Maharshi que tant que nous vivons dans un moi. Alors ce moi, on peut le rendre plus souple, plus transparent, plus soluble, j'allais dire, qui naît moins enveloppé, moins voilà, pour qu'il laisse émerger une lumière qui vient d'ailleurs, qui est d'une conscience plus profonde. Ok, mais tant qu'on est vivant, on vit avec un moi, une personnalité qui est la nôtre. Et ce moi assure une continuité dans laquelle je me reconnais dans la petite fille que je pouvais être à l'âge de 5 ans, qui faisait des ronds dans l'eau, c'était moi qui le faisais. Bon, si vous supprimez ça, vous n'avez plus aucune continuité. Sur quoi nous allons nous fonder ? Nous ne sommes pas de purs esprits. Donc, il y a nécessairement une forme de responsabilité qui surgit de la reconnaissance qu'il y a 10 ans, 20 ans, 50 ans, quand j'étais une petite fille de 5 ans, j'ai fait ceci ou cela. Voilà. Donc, si on regarde de très haut, du point de vue de la mystique, du point de vue de l'ontologie, de la métaphysique, c'est vrai qu'on peut dire que le moi et donc son activité volontaire n'existe pas. Mais, encore une fois, nous vivons sur Terre, dans un corps incarné, nous ne sommes pas de purs esprits, et donc nous posons des actions. Quel que soit le véritable acteur, notre moi, participe de cela. Et l'éthique consiste à être responsable de ces actions que nous posons et, dans une certaine mesure, de leurs conséquences. Alors, bon, on n'est pas dans la toute-puissance, on ne peut pas... Et se déresponsabiliser
au motif que des enseignements métaphysiques amèneraient à prôner la dissolution du moi, je pense que c'est une voie dangereuse. Je pense. Il y a un autre terme qui n'est pas toujours évoqué, en tout cas pas de cette façon-là dans les textes historiques du yoga, c'est ce terme d'émotion. Même si nous pouvons certainement les apparenter au vritti, les perturbations dont parle Patanjali. Ce terme est aujourd'hui vraiment central dans toutes les approches psychocorporelles modernes. Alors voilà, la question que j'aurais à vous poser, c'est comment est-ce que vous comprenez le travail qui est proposé par l'approche yogique par rapport aux émotions? Est-ce qu'elles sont bonnes conseillères? Est-ce que le yoga vise à les nier, à les maîtriser, à les dépasser, ou simplement à les écouter, les voir déjà, tout simplement les voir? C'est la première chose, ça. On est mené par une émotion tant qu'on ne l'a pas reconnue. Et donc l'espace de calme et de silence que propose le yoga ne va pas éteindre nos colères, ça j'y crois pas. En revanche, il va nous permettre de les identifier, déjà. De mettre un nom dessus, oui, un nom si on veut, c'est la colère, c'est la haine même, c'est le plaisir, bon d'accord, mais surtout de les envisager, c'est-à-dire de voir quelle forme d'émotion me saisit. Et puis ensuite va me permettre, dans une certaine mesure, après si ce sont des émotions très fortes, il faut utiliser la psychologie et même la psychanalyse, mais quand même dans une certaine mesure, va me permettre de savoir pourquoi je suis dans cet état. Et ensuite, ce travail-là, il fait bouger les émotions. Il se peut que je ne sois plus en colère après ce travail-là. C'est possible. Ou non. Mais c'est possible. C'est-à-dire que l'observation et l'écoute modifient. Elles ne font pas que observer de manière neutre et de l'extérieur. Elles modifient la chose. Bon. Et à ce moment-là, l'émotion peut être employée comme une énergie au service de quelque chose. Ou bien aussi, on peut s'en détacher. Si on est en colère et si on a reconnu pourquoi on est en colère, on est déjà ailleurs. Ce que je suis est déjà ailleurs, est déjà différent de la personne qui est en colère. Ou je ne suis pas tout entier dans ma colère. Tout ça, c'est des éléments qui peuvent sembler très loin du discours précis des aphorismes des Yoga Sutras, mais qui en fait, dans leur compréhension, sont très proches. 2 ou 3 questions pêle-mêle pour terminer l'émission. Celle de Agnès, qui est enseignante de yoga dans le Var, qui vous demande si l'enseignement du yoga sera un jour une pratique réglementée en France. Et est-ce que ce serait positif d'ailleurs? Alors, je pense que ça va être une pratique réglementée en France pour la raison qu'on arrivera à un moment où aucun métier ne sera plus réglementé. Ça, c'est le cheminement de la modernité. On le voit bien avec les normes qualité. Toute profession, à partir du moment où elle est une profession, doit édicter ses règles et les faire reconnaître. Ce processus est en marche. Dans la fédération à laquelle j'appartiens, la Fédération nationale des enseignants de yoga, on a élaboré, par exemple, ce qu'on appelle des référentiels. Un référentiel métier qui dit ce qu'est le métier d'enseignant de yoga. Et il vaut mieux que ça soit nous qui le disions plutôt que des gens de l'extérieur qui n'ont aucune expérience du yoga. Parce que c'est nous, les professeurs de yoga, qui savons ce que c'est que d'être prof de yoga. Et un référentiel formation qui dit comment on accède à ce métier. Voilà. Dans l'école que j'ai dirigée, on a un label qui s'appelle Calliope. Donc ça, c'est en marche. Je dois dire que dans le travail que j'ai fait au sein de ces différentes institutions de yoga, j'ai poussé cette démarche, mais je suis consciente des limites qu'elle impose aussi. En même temps, j'ai dit beaucoup quand j'étais directrice de l'école française de yoga aux promotions successives qui pouvaient renacler un peu à certains moments ou s'interroger
sur la légitimité de faire des examens, par exemple, de yoga. Je disais, écoutez, si on veut que ça soit une vraie profession, c'est comme ça, mais de se soumettre à des règles, ça n'a jamais empêché d'être artiste, jamais. Donc, passez vos examens, soutenez vos mémoires, rentrez dans les processus qualité et gardez votre créativité. Encore 2 petites questions, cette fois un peu plus personnelles. Celle de Marie, qui est enseignante de yoga dans le Nord, qui vous demande si vous avez une morning routine. Une morning routine, c'est un rituel matinal, je crois, autour du yoga. Je crois que c'était quand même plutôt un clin d'œil. Je vais répondre par un clin d'œil. J'ai des mornings, mais je n'ai pas de routine. Et puis une dernière question, celle de Laura, qui est enseignante de yoga et qui est également animatrice d'un podcast qui s'appelle Histoire de yoga, que vous pouvez trouver sur toutes les plateformes. Laura avait la curiosité de vous demander si vous avez ou non un projet en cours ou à venir, j'imagine, dans l'univers du yoga. J'ai un projet qui s'insère dans un projet collectif, donc je ne suis pas seule responsable de ce projet, qui est dans quelques mois de fêter les 50 ans de l'école française de yoga. Et à cette occasion-là, on va dire comment on voit le yoga aujourd'hui, collectivement. Il y aura des gens comme Philippe Fillot, comme Alexandre Astier et d'autres qui vont collaborer à ça, qui vont en parler, qui vont faire des ateliers. Il y aura des formateurs en yoga qui vont... Et puis, on aura des dialogues aussi avec des penseurs actuels. Je pense à quelqu'un comme Alexandre Jolien, par exemple, qui est un grand ami et qui sera là, ou d'autres, Abdelnour Bidar. On parlait d'un yoga laïque. C'est quoi la laïcité? Abdelnour Bidar, il s'intéresse à ça. Bon, voilà, des sujets pour un yoga qui est un yoga résolument dans le monde. À cette occasion, on voudrait écrire un petit livret sur l'école française de yoga. Donc voilà, ça c'est ce projet-là que j'ai pour l'instant. Et je me repose aussi un peu de l'encyclopédie. Voilà, merci beaucoup, l'émission touche à sa fin. Merci vraiment de votre présence, Isée Tardant-Masquelier. Merci de vos lumières sur le yoga, comme toujours. Merci, c'était agréable, c'était plaisant. Au revoir. Et j'espère avoir le plaisir de vous recevoir à nouveau dans l'émission. De notre côté, chers auditeurs, chères auditrices, nous nous retrouvons d'ici quelques jours pour un nouvel épisode de l'émission et je vous souhaite vraiment une excellente journée.